Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Christophe Médicis, nous retrouvons Soisic Benin, notre journaliste. Bonjour. Et alors, qu'est-ce qui vous prend? Vous allez parler des filles à papa? Oui, mais pas que. Vous allez voir. Nous allons évoquer les relations complexes. C'est l'émission du jour, les relations complexes que nous pouvons avoir avec les autres. Et les autres, finalement, c'est un terme assez large. Le relationnel débute dans le cercle plus restreint du foyer, de la famille. Et ce sont ces relations avec les membres de notre famille proche qui vont donc par ricochet déterminer notre relation à nous-mêmes et ensuite avec autrui en dehors du cercle familial restreint. C'est donc un cercle vertueux quand tout se passe bien. Alors, ce lien que nous avons avec nos parents, nous avons l'habitude d'en parler, très souvent même, de l'analyser parce qu'il est sensible et déterminant. Les relations mère-fille sont très fréquemment décortiquées, très souvent considérées comme coupables des maux de la jeune fille, maux MAUX, lorsqu'il y a des problèmes. Et je vous conseille d'ailleurs un podcast sur le sujet qui s'appelle « Et ta mère », qui au contraire sait aussi mettre en avant les atouts, les bienfaits, la force impulsive portée par les relations mère-fille. Et puis, il y a aussi cette relation mythique des garçons avec leur mère, la femme de leur vie, leur amoureuse même, un temps celui du complexe d'Oedipe, nécessaire à l'affirmation du moi. L'image du fils à sa maman, ça ne fait pas rêver, dans le sens où cela signifie, entre guillemets, qu'il existe une dépendance, une passivité du petit garçon devenu grand vis-à-vis de sa mère encore, hélas. Et puis, il y a cette relation particulière, la fille à papa. Dans le langage courant, lorsque l'on emploie cette formulation, c'est pour décrire une jeune femme comblée, choyée à outrance peut-être, qui finalement n'aura manqué de rien. Comme quoi, toutes les relations sont propices aux critiques, aux regards moqueurs, rieurs et envieux. Fille à papa, donc, c'est le titre du livre de la philosophe et historienne des sexualités Catherine Engel, paru aux éditions du Détour. Le but de cet ouvrage est de parler de cette figure du père dans un contexte post-MeToo où nos relations aux hommes sont décortiquées, relues, analysées et critiquées. Alors, si l'homme est considéré comme un potentiel oppresseur, je dis bien potentiel, si nous refaisons le fil de nos relations passées, si nos voix se font entendre désormais trop selon certains, mais bon, que voulez-vous? Si nous sommes mises à suspecter nos collègues, nos amis, nos frères, nos patrons d'être des agresseurs, qu'en est-il de nos pères? Ces derniers doivent-ils rester immunisés par ce statut très spécial? Einstein n'était-il pas père d'ailleurs? Et si on peut quitter un homme en découvrant ses méfaits, peut-on quitter un père pour les mêmes raisons? Dans ce livre bref et concis de 125 pages, Catherine avance des arguments amplement illustrés par de la littérature, des personnages cinématographiques, et puis on y croise forcément Lacan et Freud, quand même. Son ouvrage commence finalement par une question fondamentale. Lorsqu'il s'agit de nos pères, sommes-nous en mesure de prendre assez de recul pour nous rendre compte de la réalité? Elle invoque Sharon Olds et son poème Sunday Night. Il est question d'un père qui glissait sa main sous les jupes de serveuse devant les yeux de sa fille. Elle fait aussi appel au film de Sally Potter, Ginger et Rosa, où le père de Ginger en vient à coucher avec l'amie de sa fille Rosa. Le cinéma véhicule-t-il des situations jusqu'à ce qu'elles finissent par nous paraître normales et acceptables? Et difficile de ne pas faire appel à Donald Winnicott qui explique que pour se sentir réel, l'enfant a besoin d'une éducation parentale positive dans la petite enfance, notamment avec cette fameuse mère suffisamment bonne. Cette figure de la mère indispensable à la construction de l'enfant, comme le sera celle du père aussi également, qui dans un second temps viendra apporter la touche finale, celle qui équilibrera la relation et permettra à l'enfant de ne pas se laisser bercer par une fusion avec sa mère. Il est aussi question de Virginia Woolf dans cet essai qui prend l'exemple de son père suffocant et propose le travail comme une alternative à la liberté, pour libérer les femmes en fait. Impossible pour Catherine Engel de ne pas s'intéresser au vocable et notamment à ce mot patriarcat qui, de pierre angulaire des revendications féministes, avait fini par disparaître jusqu'à redevenir très en vogue, un incontournable aujourd'hui. Et puis, en usant de figures imaginaires, ici de romans et de films, elle nous propose de régler ces fameuses daddy issues. Titre original de son ouvrage, les daddy issues, c'est le terme utilisé pour critiquer le rapport problématique que les femmes entretiendraient avec leur père, soit parce qu'elles ont une relation conflictuelle avec lui, soit parce qu'elles choisiraient comme partenaires des hommes qui leur rappellent celui-ci, des hommes plus âgés qu'elles, ou qui les traitent bien ou mal comme ce dernier. Cela semble expliquer à peu près tout finalement, cette relation au père. Assez facilement d'ailleurs, celles qui ont eu un père absent rechercheraient un homme fuyant et inconstant. Celles ayant eu un père infidèle seraient en proie aux hommes mariés ou dragueurs invétérés. Celles qui ont eu les deux auraient un rapport aux hommes bien gratiné. Et puis, il reste quand même celles qui ont eu des pères exemplaires
qui auraient ainsi un rapport sain avec leur compagnon. Quelle chanceuse celle-là. Mais si on sait ce qu'est une bonne mère, qu'est-ce qu'un bon père? C'est aussi la question que pose en filigrane cet essai. Et est-ce qu'elle donne la réponse? Plus ou moins. Elle vous laisse y réfléchir en tout cas. Elle balance, j'aime pas le terme, mais bon, elle propose plutôt plein de pistes à chaque fois très en lien avec de la littérature, avec des personnages fictifs issus de films et de romans qu'on ne connaît pas forcément, mais c'est pas grave. Du coup, on s'éduque aussi un petit peu. Mais encore une fois, ce qu'il faut pas oublier, c'est que même si on a eu une mauvaise mère ou un mauvais père, c'est parfois grâce à ça qu'on en a fait quelque chose. Bien sûr. Et donc, quelle importance? L'importance, c'est juste de travailler sur soi, finalement. C'est pas ce qu'on a voulu faire de nous qui est important, c'est ce qu'on fait de ce qu'on a voulu faire de nous. Ça m'a rappelé ce que vous avez dit, une scène d'un film dont on a déjà parlé, Brigitte et moi, en off, où c'était dans un couple, je me rappelle plus du titre du film, mais c'était un couple au lit, mais ils n'étaient pas que tous les deux, il y avait le père et la mère de l'un d'un côté, et le père et la mère de l'autre dans ce lit-là. Et c'était excellent, parce qu'à chaque fois qu'ils communiquaient, ou voilà, ils étaient en tendresse, il y avait la mère qui disait le père qui disait ça, et c'était 6 dans le lit, quoi. Voilà, c'est vrai, l'impact de la présence des parents parfois notamment dans la vie amoureuse, notamment dans le choix amoureux, comme vous l'avez dit. C'est des choses inconscientes. Je pense qu'il ne faut pas tomber non plus dans la caricature. On ne choisit pas l'homme par rapport à notre père. Là, j'ai poussé le trait. Elle le fait aussi, évidemment. C'est pas toujours le cas. Et parfois, on choisit un père par rapport à notre mère. Enfin, je veux dire, c'est tellement complexe. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux généralités. Mais en effet, il faut travailler sur soi. Quand on répète des choix amoureux qui ne sont pas tout à fait je vois de quoi vous voulez parler, Brigitte Lahaye. Ça parle de nous, bien sûr. Ça parle souvent de nous, ça. Hein. Évidemment. Mais comment sortir en fait de cette espèce de spirale? Quand on n'en est pas conscient, en tout cas, effectivement, quand on va. Tant qu'on n'en est pas conscient et qu'on n'en souffre pas, après tout, qu'est-ce que ça peut faire? Enfin, je veux dire, si on est heureux si on n'est pas malheureux dans sa vie, parce qu'être heureux tout le temps, ça n'existe pas. Mais si notre vie nous convient bien, après tout, qu'importe si on répète, qu'importe d'être un bourrin. Mais pourquoi non, forcément je suis méchant. Non, je suis méchant parce qu'on vous dit parfois, non, vous dites s'ils sont heureux. Il y a des gens qui se posent aucune question dans la vie, on est d'accord, existentielle. On peut imaginer que c'est des vies respectables, on est bien d'accord. Il y a des gens qui sont pas dans la question qu'on se pose nous souvent et que les auditeurs de l'émission de Brigitte Lahaye qui veulent approfondir, le connais-toi toi-même, se posent pas. Je pense, je suis très sincère avec ça. Et c'est des vies respectables. Vous êtes d'accord? C'est des vies respectables s'ils sont bien. J'espère bien. S'ils sont bien, vous entendez. Parfois ils sont pas bien, mais ils se questionnent pas non plus. Alors on est bien d'accord. On préfère rester dans un truc, dans un précaré, quelque chose qu'on connaît. On n'a pas envie de gratter. Est-ce que quelqu'un qui se pose jamais de questions de fond, même s'il a une vie, respectable, à un certain niveau de vie, on n'est pas là pour penser que tout le monde a besoin. Peut-être que c'est eux qui ont raison. Regardez les chiens, comment ils sont heureux. Non mais franchement, parfois, est-ce qu'il vaudrait pas mieux ne pas trop se poser de questions? Vous connaissez nettement mieux le règne animal que moi, donc je ne vais pas rentrer sur ce sujet-là, parce que vous connaissez ça. Moi, enfin bon. Ouais. Donc c'est un livre qui vous a plu, visiblement. Qui m'a plu. Alors, je suis pas d'accord avec tout, parce que parfois elle parle justement du rôle de la mère, dont effectivement, quand un père s'occupe bien de son enfant, on crie au génie, et et quand c'est une mère qui s'occupe bien de son enfant, c'est naturel. C'est vrai que ce sont des choses qui sont ancrées, mais justement, on aimerait qu'elles changent. Donc, pour qu'elles changent, il faudrait peut-être arrêter de rabâcher cette espèce d'a priori qu'on a sur le rôle du père et le rôle de la mère. Il y a des pères qui s'occupent très bien de leurs enfants, qui c'est même pas une question de savoir s'il faut s'en occuper ou pas. Et il y a des mères qui s'occupent très mal de leurs enfants. Mais Mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est évidemment le problème de la bonne ou de la mauvaise distance d'un parent avec son enfant. C'est pas simple à trouver, ça, le problème de la bonne, ou trop proche ou trop loin. C'est ce que Schopenhauer appelle le syndrome du porc-épic. On est trop loin, on meurt de froid. Il y a des pères trop proches aussi de leur fille. Alors je suis tombée sur un article qui circule sur les réseaux sociaux, justement, sur faut-il embrasser ses enfants sur la bouche? Alors, c'est pas se rouler des galoches, on est bien d'accord. C'est embrasser, c'est un petit baiser. Faut-il et jusqu'à quel âge, en fait? Dans notre culture, non. Dans d'autres cultures, oui, pourquoi pas, mais dans notre culture, non. Un petit baiser léger sur les lèvres de son enfant. Ou alors faut-il faire comme le Dalai Lama qui se fait baiser la langue? Non, on va pas reparler. On va pas partir là-dessus. Je n'étais pas au courant. Ah, vous êtes au courant. Non. On va pas venir. On ne sait pas non plus quelle est la culture dans ce pays-là. Donc on interprète avec notre propre culture. Attention, dans notre propre culture, un baiser sur la bouche, c'est le baiser des amoureux. Je suis désolée. Oui. Après, vous embrassez votre fille sur la bouche, c'est votre problème. C'est pas le mien, c'est le problème de votre fille et c'est le vôtre. Mais sur un plan, enfin, moi, je suis là pour donner encore une fois la loi. Dans notre culture, un baiser sur la bouche, c'est un baiser d'amoureux.
Oui, parce qu'on a décidé de le placer ainsi, de lui donner cette signification et cette symbolique. Oui, mais c'est comme ça que c'est dans notre culture. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, Donc, ce que vous voulez dire, Brigitte, que si un père fait ça à sa fille à un certain âge, ça peut être très équivoque, on est d'accord. Justement, dans ces échanges sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé une jeune femme qui attestait du fait que, encore aujourd'hui, donc elle est adulte, elle embrasse. Alors, elle explique bien que c'est du bout de la lèvre. Sa mère, comme son père, quand elle les salue. Elle explique bien que c'est du bout de la lèvre. Vous voyez bien comment elle se justifie. Mais oui, parce qu'elle sait que ça peut porter à confusion. Effectivement. Bien sûr. C'était le titre de l'article en même temps. Évidemment. C'est dangereux. Il y avait Guy Corneau, paix à son âme, qui est parti trop tôt. Il avait parlé de l'idération père-fils. Il y avait des pères manquants, fils manqués. C'est horrible comme titre. Quand ton père est pas assez là. Et il disait, dans ce livre d'ailleurs, il dit de très jolies choses sur la manière dont les pères élèvent les enfants par rapport aux mères. Et c'est vrai qu'il y a des différences qui sont très intéressantes et qui, encore une fois, montrent bien que on n'est pas pareil, et les hommes et les femmes, et que c'est très bien qu'un enfant puisse avoir et son père et sa mère. Voilà, mais ça aussi c'est une question de culture. Après, chacun fait ce qu'il peut. C'est la culture. Et on est d'accord. Merci Soisy. Merci Soisy.